Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Bitpanda. Nous allons commencer avec la dernière annonce du ministère de la Justice américain et plus spécifiquement d'un de ses procureurs fédéraux. Vendredi, ils ont révélé l'inculpation d'un militaire américain qui a profité de sa position et des informations qu'il détenait, notamment sur la capture de Maduro, pour gagner plus de 400 000 $ sur les marchés prédictifs. Et étant donné son nom, je ne peux pas m'empêcher de produire les 10 secondes de vidéo qui vont suivre. Je me demande ce que Canon est en train de faire. Je parie sur Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous. Ensuite, toujours aux États-Unis, lors d'auditions ayant eu lieu lundi et mardi, un amiral a déclaré que l'armée américaine faisait tourner un nœud Bitcoin dans un but scientifique. Il serait apparemment question d'observer le comportement du réseau et sa résistance aux attaques informatiques avant tout, bien que le Bitcoin puisse également leur être utile en tant qu'outil de projection de pouvoir, comme il le dit, grâce à la quantité qu'ils en possèdent. En parallèle, sur le plan légal, le Genius Act patauge toujours, même après sa signature, et les banques américaines n'y sont pas pour rien, parce que maintenant, il faut que les différents participants du secteur donnent leur avis sur les règles à appliquer pour respecter le Genius Act. Et encore une fois, les banques ont demandé cette semaine à tout ralentir sous prétexte que le délai standard de 60 jours ne suffisait pas pour répondre aux propositions en cours de débat. Avec des arguments fumeux et quelques petits mots-clés qui donnent l'air sophistiqués comme holistique, ils tentent de justifier une multiplication par 2 de ce délai. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore répondu à cette demande, mais peu importe le résultat, c'est encore une preuve de plus que les banques utilisent vraiment tous les moyens à disposition pour tenter de protéger leur plate-bande au détriment du public. Alors que dans le camp d'en face, paradoxalement, les émetteurs de monnaie stable se comportent de plus en plus comme des banques. Tether, le numéro 1 du secteur, a annoncé jeudi avoir gelé plus de 344 millions de dollars en USDT sur 2 adresses du réseau Tron, suite à un signalement des forces de l'ordre américaines. On ne sait pas encore quel est le motif de ce gel de fonds, quel est le contexte qui le justifie, donc j'espère bien qu'il ne s'agit pas d'une erreur comme c'était le cas récemment avec les gels d'USDC arbitraires qui ont eu lieu. Cela dit, les actus états-uniennes de la semaine ont beau être médiocres, les nôtres ne valent pas mieux. Kivalis, le consortium de 12 banques européennes qui s'est formé en fin d'année dernière pour lancer rapidement une monnaie stable indexée sur l'euro et tenter de prendre des parts de marché à celle indexée sur le dollar, n'a pas tardé à laisser transparaître sa véritable nature. Au final, c'est bel et bien un organisme européen dans toute sa splendeur qui respecte scrupuleusement la méthode européenne. De grandes annonces où il nous parlait d'innovation et de souveraineté qui s'effritent dès qu'on gratte un peu la surface pour révéler l'incompétence et la vassalité. En début de semaine, on avait appris que la fameuse solution de paiement européenne Wero fonctionnerait en partie grâce à des serveurs appartenant à Amazon qui, peu importe ses obligations légales ici, a aussi des obligations légales contraires aux États-Unis. Quand viendra le moment de choisir entre les deux, on sait déjà quel sera le résultat. Et donc, juste après, Kivalis a fait exactement la même chose en annonçant que la partie technique de leur monnaie stable reposait sur Fireblocks, une société américaine. Alors pour faire une petite pause, parlons un peu de notre sponsor du jour. Bitpanda, c'est une plateforme d'échange crypto autrichienne fondée en 2014 qui a beaucoup de choses à vous offrir, peu importe votre profil. Elle est même capable de satisfaire les plus exigeants des traders grâce à sa mise à jour Fusion 2.0 avec laquelle elle s'est notamment dotée d'un système d'agrégation de carnets d'ordre en temps réel permettant d'accéder à tous les meilleurs prix de 12 plateformes différentes. Sur Bitpanda, vous trouverez plus de 650 cryptos et 2000 paires, une liquidité suffisante pour toutes les monnaies y compris fiduciaires, des outils très utiles aux professionnels comme aux amateurs, et bien évidemment, c'est une plateforme qui respecte toutes les normes européennes. Enfin, pour couronner le tout, en ce moment, il vous propose une offre spéciale en quantité limitée, non pas sur la crypto, mais sur les métaux précieux qui sont également tradables sur leur plateforme. Pour les 2000 premiers investisseurs qui passeront par notre lien, il suffira d'ouvrir un compte et de trader 50 € de métaux précieux pour obtenir 15 € d'argent en bonus. Et du vrai argent, pas de l'argent jetonisé. Sur Bitpanda, vous êtes légalement directement propriétaire des métaux précieux que vous achetez, donc si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher le lien en description de la vidéo. Et maintenant, retour aux actus avec un document publié par la fameuse BIS, ou BRI en français, pour Banque des règlements internationaux. Lors d'un séminaire organisé par la Banque du Japon le 20 avril, le directeur général Pablo Hernandez de Cos a prononcé ce discours dont la transcription atteint une dizaine de pages. Et ce n'est pas très surprenant venant de cet organisme, la soi-disant banque centrale des banques centrales, mais tout ce qu'il dit est destiné à présenter les monnaies stables comme un risque pour la souveraineté, un outil destiné au blanchiment d'argent et au financement du crime, et un danger majeur pour les revenus fiscaux de tous les États. Il propose donc simultanément de diminuer les risques à travers la loi et la technologie et d'intégrer la technologie des monnaies stables au système financier actuel. Ce qui consistera, en gros, à étrangler la crypto tout en prétendant qu'un système bancaire centralisé et opaque que les politiciens peuvent toujours utiliser comme arme de contrôle social est vachement mieux qu'avant parce qu'il est un peu plus rapide. Donc à ce stade, je pense qu'on peut déjà leur proposer de changer de nom et de logo.
Bref, passons à la suite avec la plus importante des infos récentes que je n'avais malheureusement pas pu intégrer au dernier épisode par manque de temps et qui n'avait été présentée à ce moment que sur notre canal Telegram d'infos en direct. Samedi dernier à 17h35, un attaquant très bien organisé, probablement encore la Corée du Nord, a exploité une faille du pont Layer 0 et de l'application DeFi KelpDAO. À travers une attaque par déni de service et la manipulation de nœuds RPC transmettant des données au vérificateur réseau de Layer 0, l'attaquant a pu imprimer 293 millions de dollars en RSETH sans avoir à brûler la même quantité d'argent sur la chaîne d'origine. Il a donc imprimé de l'argent à partir de rien. Ensuite, il a immédiatement utilisé ses jetons sur AV comme collatéral pour emprunter du WETH bien réel qui a été dispersé direction Tornado Cash pour être blanchi. Quelques dizaines de minutes plus tard, KelpDAO a réagi et bloqué les transferts suivants qui étaient prévus par l'attaquant, qui aurait pu voler des sommes encore plus grandes si on l'avait laissé faire. Et de la même manière, le conseil de sécurité Arbitrum a réagi rapidement en décidant de geler plus de 30 000 Ethers entre les mains de l'attaquant et situés sur leur réseau. Mais l'attaquant avait déjà frappé très fort et en très peu de temps, et au final, c'est AV qui en a souffert. L'application a presque perdu la moitié de sa TVL depuis l'incident car l'attaquant a créé une créance irrécouvrable absolument massive qui a affecté tous les utilisateurs légitimes d'AV, y compris ceux qui n'avaient rien à voir avec les marchés RSETH. Depuis, pour tenter d'éteindre cet incendie, AV a lancé une opération de sauvetage baptisée DeFi United, ayant pour objectif de recapitaliser le jeton RSETH en apportant des capitaux extérieurs pour garantir la valeur des faux RSETH déposés par le pirate. Cette campagne de dons massive semble avoir un certain succès avec de multiples dons qui se comptent en milliers d'Ethers émanant de grandes entreprises et d'autres plus modestes de quelques centaines d'Ethers apportés par des développeurs individuels. Malheureusement, le trou reste encore gigantesque, et cette initiative, bien que salutaire et tout à fait respectable, ne devrait pas avoir à être envisagée. En 2026, un protocole DeFi avec des milliards de TVL devrait soit être capable de réagir immédiatement au piratage avec une analyse en temps réel de la même pool par des agents IA qui ont le pouvoir de tout bloquer temporairement, soit disposer de limites de retrait et autres systèmes visant à empêcher les piratages spectaculaires du genre sans trop handicaper les utilisateurs légitimes. Il n'est pas impossible de sécuriser les applications DeFi, tout est question de choix et de compromis, mais des solutions existent, et c'est bien dommage qu'on ait dû attendre un événement du genre pour se pencher sérieusement dessus chez AV. Enfin. Passons à la suite avec une actu relativement surprenante pour ceux qui ont vu l'avant-dernier JT du coin. Car il y a 2 semaines on parlait de cet article du New York Times qui prétendait prouver que Satoshi Nakamoto était en fait Adam Back. Et cette semaine, le New York Times a encore frappé, ou presque. Plus exactement, c'est un journaliste et auteur de livres à succès qui travaille de temps en temps chez eux qui a publié cette semaine un documentaire intitulé Finding Satoshi, à ne pas confondre avec l'autre documentaire japonais du même nom qui n'a aucun rapport. Et après 4 ans d'enquête en partenariat avec un détective privé, des entretiens avec de nombreuses personnalités du milieu, y compris certaines dont la présence dans la liste m'interloque, ils ont conclu que Satoshi était en fait 2 personnes. Hal Finney, programmeur de renom aujourd'hui cryogénisé, connu pour avoir beaucoup communiqué avec Satoshi, et Len Sassaman, cypherpunk depuis 2001 et décédé en 2011, 2 mois après le dernier message publié par Satoshi. Et plutôt que de chercher des similitudes sur le vocabulaire utilisé par Satoshi, comme l'autre journaliste du New York Times, les créateurs de ce documentaire se sont apparemment concentrés sur les horaires d'activité, les compétences en C++ et la connaissance de techniques d'anonymisation stylométrique des 2 personnages. Ce qui n'a pas l'air beaucoup plus convaincant en première vue, même si dans le cas de Finney et Sassaman, leur décès semble mieux coller avec la disparition totale de Satoshi. Malheureusement, n'ayant pas pu voir ce documentaire moi-même, je ne peux pas vraiment commenter son contenu avec certitude. Alors plutôt que de faire ça, je vous propose de passer à la dernière actu de la semaine et de boucler la boucle en parlant à nouveau de Polymarket. Mais cette fois-ci, c'est une affaire qui se passe chez nous. En effet, depuis quelques jours, une rumeur flotte dans les canaux de discussion crypto. Un Parisien fou armé d'un sèche-cheveux s'amuse à arroser d'air chaud les capteurs météo pour manipuler la température et gagner de l'argent sur Polymarket. À plusieurs reprises depuis le 6 avril, des anomalies de température ont eu lieu sur le capteur de l'aéroport Charles de Gaulle qui était utilisé pour déterminer la conclusion d'un marché prédictif portant sur la température à Paris. Au moins 2 fois, le marché a trouvé sa résolution à une température nettement plus élevée que ce que le consensus général suggérait et qui ne correspondait pas du tout aux températures moyennes affichées par à peu près n'importe quel site météo. Les sommes en jeu sont plus faibles que dans l'affaire américaine, mais le manipulateur a quand même gagné 14 000 $ le 6 avril et 20 000 $ le 15 avril. Et depuis, Météo France a déposé plainte pour altération de système de traitement automatisé de données, bien qu'il n'ait pas précisé si l'arme du crime était un sèche-cheveux. En tout cas, une chose est sûre, les marchés prédictifs avec un oracle centralisé, ça vaut pas un clou. Et sur ce, comme nous en avons fini avec les actus de la semaine, je vais vous quitter. Bonne fin de week-end et à dimanche prochain sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.